On va poursuivre donc l'après-midi avec la conférence d'Arnaud Catia, qui est donc professeur de neurosciences au laboratoire, le laboratoire de psychologie, de développement et d'éducation de l'enfant que j'ai la chance de diriger à la Sorbonne, et qui va nous parler de stress, d'apprentissage, et notamment d'apprentissage dans le cadre scolaire. Et il a introduit sa conférence, en fait il a changé le titre de sa conférence qui était invitable avant, au moment où vous arriviez, et maintenant ça s'appelle « Quand le stress s'invite à l'école ». On peut l'applaudir. Merci Grégoire pour cette introduction, merci pour l'invitation aujourd'hui. Alors il y a une personne que je ne remercie pas, c'est Mathieu, qui m'a cassé toutes les participations que je voulais faire avec vous, qui vous a fait perdre confiance avec l'orateur. Donc merci Mathieu. Donc ça va être beaucoup moins drôle que ce que j'avais prévu. Émilie m'a demandé depuis tout à l'heure de faire quelque chose de très drôle. Donc j'ai une pression très forte parce que le stress c'est pas particulièrement drôle. Donc j'ai essayé d'être drôle, mais je vous garantis rien du tout. Donc on va parler effectivement aujourd'hui de stress. Alors pourquoi on parle de stress à l'école? Eh bien parce qu'il y a de très nombreuses situations à l'école où le stress est présent. On a par exemple les examens oraux, les examens écrits. Il peut y avoir aussi du stress quand il y a du harcèlement. Le stress, ça ne concerne pas uniquement les élèves, mais ça peut concerner aussi l'enseignant. Des gestions de classe qui peuvent être quelquefois un petit peu stressantes. Alors, la situation en ce moment, elle est particulièrement stressante aussi. J'aurais pu mettre à jour la diapo parce que je parlais du Covid, mais là, on a d'autres événements internationaux qui sont un petit peu stressants. Mais on m'a dit d'être drôle, donc je ne vais pas en parler. Pourquoi le Covid? Eh bien parce qu'il y a l'école à la maison qui n'a pas toujours été toujours très simple, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Le masque à l'école qui peut être stressant, et donc qui peut être stressant parce que, notamment, on peut avoir des contraintes physiologiques. Le stress associé au masque, c'est parce qu'on a du mal à respirer. Et donc, on commence à voir ici un aspect particulier du stress. Le stress, ça peut être à la fois des phénomènes psychologiques, mais ça peut être aussi des phénomènes physiologiques. C'est pour ça que dans mon titre initial qu'on m'a demandé de changer, je mettais en parallèle les mécanismes physiologiques et psychologiques, parce que le stress, on va le voir, c'est un mécanisme général qui concerne à la fois ce qui est physiologique, le fait d'avoir chaud, le fait d'avoir du mal à respirer par exemple avec un masque, et puis aussi des phénomènes psychologiques comme le fait de devoir faire classe à ses enfants à la maison. Alors, les trois questions que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est de savoir déjà le stress, c'est quoi? On parle du stress. Tout le monde parle de stress, mais en réalité, c'est quoi le stress? Un deuxième point, c'est quels sont les effets du stress? Et un dernier point, une fois que ces effets sont là, comment on peut faire pour limiter ces effets du stress? Alors, le stress, c'est quoi? Et bien là, c'est vous qui allez me donner des pistes. D'après vous, c'est quoi le stress? Quand on parle du stress, on sait tous que c'est le stress, mais quand on essaie de le définir, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, d'après vous, c'est quoi le stress? Tension nerveuse. Une tension nerveuse, oui. Angoisse. Une angoisse. Une pression. Pardon? Une pression. Une pression, oui, ça peut être une pression. La défense de l'organisme. Une défense de l'organisme face à un environnement. Ça peut être effectivement une réaction physiologique ou psychologique face à une réaction. Donc là, ce que l'on voit, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on va parler des mécanismes. Le stress, c'est un mécanisme où on va s'adapter à un environnement particulier. Ça peut être aussi une manifestation, l'anxiété par exemple. Et donc, on voit que le stress, c'est un terme qui est polysémique, qui renvoie à différentes choses. Et donc, toute la difficulté, ça va être de pouvoir bien définir le stress. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir maintenant. Le stress, c'est quoi? Eh bien, une définition qui est assez classique maintenant, qui vient d'un physiologiste, d'un médecin qui s'appelait Hans Seyle dans les années 30. Le stress est défini maintenant comme l'ensemble des processus physiologiques. Donc la physiologie, c'est tous les mécanismes du corps, et psychologiques, qui sont mis en œuvre pour s'adapter à un événement donné. Donc ça peut être un événement social,
Mathieu parlait tout à l'heure de conformisme social. Le conformisme social, ça peut être une certaine forme de stress. Parler en public devant beaucoup de personnes, c'est un environnement particulier. Un environnement autre, ça peut être un environnement physiologique, comme on a vu tout à l'heure. C'est le fait, par exemple, d'être avec un masque qui empêche de respirer. Ça peut être le fait de ne pas pouvoir beaucoup bouger. Un élève qui reste assis pendant plusieurs heures en classe, c'est une forme de stress physiologique. Donc, le stress, c'est un ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui permettent de s'adapter à un environnement particulier et il va y avoir un besoin d'adaptation parce qu'il y a une menace de l'équilibre général. Le terme scientifique, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation particulière et un événement particulier va vous faire bouger de votre situation d'équilibre, va vous mettre dans une situation inconfortable parce que ce n'est pas une situation que vous connaissez forcément bien ou que le corps connaît bien. Donc le stress, en soi, et on va le revoir tout à l'heure à plusieurs reprises, c'est un mécanisme adaptatif. Et ça n'est pas forcément un mécanisme normatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément bon ou mauvais. Le stress, on a souvent une représentation négative du stress. On dit je suis stressé, je suis anxieux, je ne suis pas bien, j'arrive pas bien à respirer quand je suis stressé. Là, c'est des manifestations qui sont négatives, mais on va voir que le stress, il a aussi une utilité. C'est un mécanisme physiologique et psychologique qui a un intérêt. Et on va voir quel est cet intérêt. L'intérêt, c'est essentiellement de pouvoir s'adapter à une nouvelle situation. Donc ça, c'est un point important. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir sur le stress, c'est que le stress a des aspects positifs aussi. Ce n'est pas uniquement négatif. Et même en classe, on peut voir que le stress peut avoir des effets positifs pour l'élève. Alors, quand on parle du stress, là, je vous ai parlé des mécanismes. C'est des mécanismes d'adaptation. On a aussi des mécanismes... le stress, c'est aussi... différents types on verra tout à l'heure le terme de stresseur, c'est différentes situations. Donc on va parler de stress aigu, c'est-à-dire quand on est dans une situation très ponctuelle. Imaginez vous promenez tranquillement et vous avez un chien qui vous saute dessus en aboyant. Là, c'est un stress aigu, ponctuel, situation très ponctuelle. Et puis vous avez aussi un stress chronique. Dans ce cas-là, c'est une situation qui sera stressante, qui n'est pas forcément aussi intense que dans le stress aigu, mais qui va être répété, qui va être soutenu pendant une longue période. C'est par exemple le harcèlement, les moquements, les moqueries. C'est pas forcément, si c'est juste une seule fois, c'est pas un problème, mais le fait que ça soit répété tous les jours pendant une longue période, eh bien, ça va induire un stress qu'on appelle chronique. Donc ces deux aspects-là, c'est important, soit un stress aigu, soit le stress chronique. Alors, le stress aigu, c'est quoi? Ça peut être d'origine psychologique. Par exemple, vous êtes dans une salle où vous avez plus de 100 personnes qui vous regardent. Il y a une pression sociale. C'est la prise de parole en public. Ça peut être également l'évaluation. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Que ça soit à l'écrit ou à l'oral, il y a une pression très ponctuelle et cette évaluation va créer du stress. On a de la même manière des stress aigus d'origine physiologique. Par exemple, vous êtes immobilisé. Les enfants qui restent en classe pendant 2 heures d'affilée sans pouvoir bouger, surtout les petits, on va parler de stress d'immobilisation. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des études sur le stress, beaucoup de résultats ou de choses que je vais vous dire aujourd'hui sont obtenus à partir d'études chez l'animal. Chez l'animal, le meilleur moyen d'induire du stress, c'est d'immobiliser. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête aussi quand on a des élèves en classe. L'immobilisation est une source de stress important, en particulier pour les petits. La soif, la faim, le froid, le manque de sommeil sont des facteurs physiologiques qui induisent du stress. Alors, le stress chronique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une exposition prolongée ou répéter à quelque chose qui va vous stresser. C'est par exemple du harcèlement, une surcharge de travail. Ça, c'est du stress aigu, du stress chronique. Donc là, on répète la même source de stress. Ce qui est particulièrement stressant, c'est également quand on a des stresseurs qui ne sont pas prédictibles. C'est-à-dire quand il y a une incertitude, quand on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, c'est particulièrement stressant. Et donc là, c'est peut-être ce qui est particulièrement stressant dans la situation actuelle avec l'Ukraine, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose de grave, peut-être qu'il ne va rien se passer, peut-être que ça sera des événements un petit peu
problématique, mais pas, on n'en sait rien. Et donc, le fait que ça ne soit pas prédictible, ça, c'est une source de stress. C'est-à-dire que c'est en anticipation, même si on n'est pas exposé à un événement qui est en soi une pression ponctuelle ou un problème particulier, le fait d'anticiper des situations qu'on ne sait pas prédire, eh bien, c'est une source de stress. Alors, très souvent, un stress aigu, sauf si c'est des stress extrêmement importants, par exemple dans des situations de guerre ou de trauma extrêmement importants, des stress aigus, ponctuels, souvent, n'entraînent pas des conséquences problématiques très délétères. Ce qui va induire des effets les plus problématiques au niveau psychologique et physiologique, c'est très souvent le stress chronique, c'est-à-dire la répétition, une durée importante dans le temps. Ça va avoir des conséquences délétères. Bon, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment pas du tout drôle ce que je raconte. Alors, un élément qui est très important dans le stress, c'est que souvent, on a la représentation que face à un événement stressant, plus l'événement va être stressant, plus ses effets vont être délétères. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a des... Quand le stress va être modéré, ça va être stimulant. C'est-à-dire que dans une certaine gamme de stress, l'événement stressant va vous challenger un petit peu. C'est un des effets, un des mécanismes en fait, très importants du stress, c'est de mobiliser vos ressources, de pouvoir être attentif et de partir en quelque sorte au combat et d'avoir vraiment toutes ces ressources pour répondre à un problème donné. Donc on est dans cette phase ici. Si vous n'avez pas du tout de stress, vous allez être sous-stimulé. Un petit peu de stress, ça va être de la vigilance, et vous allez avoir un niveau optimal où le petit coup de pression va vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Ensuite, si le stress devient trop important, c'est là où on va avoir des effets délétères, parce qu'on va avoir, par exemple, une augmentation de l'anxiété, et puis ensuite, tous les effets extrêmement importants, notamment la détresse, la dépression, l'accablement. Et donc, on voit qu'on a cette courbe classique en U inversé, où on va avoir pour les faibles stress ou pour les stress importants, un effet qui sera délétère et à un niveau particulier, un rendement qui est optimal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces courbes-là, elles varient d'un individu à l'autre, c'est-à-dire que ce qui va pouvoir stresser une personne dans un environnement donné va pouvoir motiver une autre personne. Mathieu, tout à l'heure, vous a présenté des résultats sur le conformisme social. Le conformisme social, c'est un des mécanismes qui explique le conformisme social, c'est le stress social. Et dans le stress social, Mathieu a montré que, par exemple, chez les enfants ou chez les adultes, le conformisme social diminuait les résultats de créativité. Et en revanche, chez l'adolescent, ça les boostait, ça les stimulait. Donc on voit qu'en fonction de l'âge, un même environnement va être soit stimulant, soit délétère. On peut avoir des différences d'un individu à l'autre. Notamment, on sait qu'il y a des effets de genre pour un même facteur de stress. En moyenne, alors il y a des différences bien sûr interindividuelles, mais en moyenne, souvent, un même facteur de stress va être un petit peu plus stimulant chez les hommes et un petit peu plus délétère chez les femmes. Ça veut dire qu'on a un décalage de cette courbe entre les hommes et les femmes. Et puis, au moment de la journée, au moment de la vie, pour une même personne, le même facteur, le même environnement va être stimulant ou va être délétère. Le manque de sommeil, par exemple, fait que ce qui peut nous stimuler à un moment pourra être beaucoup plus angoissant à un autre moment. Donc ça, c'est une autre notion importante à avoir, c'est que le stress peut avoir des effets positifs ou avoir des effets négatifs. Et en classe, c'est quelque chose d'important parce que quand on demande à un élève d'aller au tableau et que l'élève perd ses moyens, a une très mauvaise note, alors qu'un autre élève, lui, il va aller au tableau, ça va le stresser un petit peu et ça va le stimuler. C'est juste qu'on a des différences entre les élèves et qu'il faut ajuster la manière, par exemple, de poser la question ou la manière de gérer le stress de l'élève. Donc ça, c'est une notion qui est particulièrement importante. Alors, quand on est face à une situation de stress, en particulier un stress aigu, on a typiquement 3 comportements possibles. C'est la règle des 3 F en anglais. Donc, on a la peur. Quand on est face à un événement stressant, vous pouvez avoir peur. Ça peut générer chez vous de l'agressivité. Donc, c'est une réponse au combat ou un phénomène de fuite. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ces 3
mécanismes fondamentaux parce que ça nous permet d'interpréter des réactions qu'on ne comprend pas forcément chez les élèves. Un élève qui est agressif, ça peut être un élève qui gère son stress par de la peur ou par une réponse au combat. Donc, un élève qui est stressé peut être soit très énervé, soit être complètement en retrait s'il a peur, soit essayer de mettre en place des stratégies d'évitement, c'est la fuite. Et donc, face au même événement, face à la même situation, on peut avoir ces différents types de réponses. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui fait qu'une personne va utiliser plutôt un type de réponse plutôt que l'autre. Ça, c'est encore une des grandes questions de la recherche. On connaît très bien les mécanismes du stress, on connaît très bien les types de réponses. En revanche, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va utiliser un type de réponse plutôt qu'un autre? Ça, c'est quelque chose qu'on connaît encore assez mal. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les mécanismes physiologiques, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux grands mécanismes de réponse au stress qui va s'appuyer sur un système de communication chimique qui s'appelle les hormones. On a un premier système qui est un système qui va s'activer très rapidement, c'est-à-dire en quelques secondes, si vous êtes face à une situation stressante, vous allez activer ce système. Son nom scientifique, c'est le SNA, c'est le système nerveux autonome. Donc, quelques secondes pour l'activer, ça va préparer la réponse combat et fuite. Vous avez besoin, dans une situation d'agression, par exemple, qu'elle soit physiologique ou psychologique, vous avez besoin de vous préparer rapidement, de répondre très rapidement. Et l'hormone qui va être sécrétée par le corps, c'est l'adrénaline. C'est une hormone qui va vous permettre de dire « je peux y arriver, j'ai les ressources nécessaires ». Ça va vous stimuler, ça va vous rendre plus présent, plus efficace et ça va vous donner de l'énergie. Et donc cette hormone, elle est présente à peu près une heure et demie dans le corps. Donc une fois que vous avez eu une situation stressante, ça vous arrive par exemple, vous êtes en vélo et vous manquez de vous faire renverser par une voiture, vous avez un gros coup de stress, vous n'avez qu'une envie, c'est de hurler sur le conducteur qui a fait n'importe quoi et il vous faudra une bonne heure et demie pour réussir à vous calmer parce que pendant une heure et demie, vous avez eu cette pique d'adrénaline. Vous avez un autre système qui est l'axe HPA, hypothalamique, pituitaire, surrénalien. Lui, c'est un système qui est beaucoup plus lent, qui va se mettre en place 20 à 30 minutes après le stress et qui va avoir pour fonction de calmer le premier système d'adrénaline. Donc là, c'est le cortisol, c'est une hormone qui va être générée par le corps, qui va permettre de calmer l'état de stress et qui va permettre notamment d'augmenter le taux de glucose dans le sang. Le glucose, c'est le sucre. Le sucre, c'est le carburant du corps. C'est aussi une sensation de bien-être quand on a du sucre. Et donc, le cortisol va permettre comme ça de vous ramener à l'équilibre et de vous calmer. Et on va voir tout à l'heure que ce cortisol, il joue un rôle important parce que le cortisol, c'est une hormone qui va avoir la particularité de se fixer dans différentes régions du cerveau. Il y a des récepteurs qui sont répartis dans tout le cerveau, ça s'appelle les glucocorticoïdes, et puis il y a d'autres récepteurs qui sont très présents dans certaines régions du cerveau, des régions qui sont très importantes pour l'apprentissage. Ces autres récepteurs sont présents dans 3 grandes structures qu'on va voir tout à l'heure, qui sont l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale. Et donc, ce cortisol, c'est une hormone qui va jouer un rôle très important dans le stress, en aigu pour les aspects positifs, pour calmer les effets du stress, mais on verra aussi que c'est cette hormone-là, quand elle est en présence pendant trop longtemps dans le corps, ça va être les mécanismes du stress chronique. Quand vous avez régulièrement du stress, vous allez avoir régulièrement du cortisol, et une exposition prolongée à du cortisol, à ce moment-là, ça peut devenir délétère. Ça va? Je ne vous ai pas endormi, c'est bon. Alors, la deuxième partie, c'est les effets du stress. On a vu là quels étaient les mécanismes. Alors, le stress, ça a un effet sur l'ensemble du corps. Une des raisons à ça, c'est que les hormones se promènent dans l'ensemble du corps, pas uniquement dans le cerveau. Et donc, les effets du stress, ils sont multiples. On va commencer ici. Un premier effet qui est très connu quand on est stressé, c'est qu'on a du mal à respirer. C'est normal, le stress va avoir un effet sur le système respiratoire. On va avoir un impact aussi sur le système cardiovasculaire. Vous savez que quand vous êtes stressé, vous avez votre cœur qui commence à battre la chamade. Ça, c'est l'adrénaline, c'est le coup du stress. À long terme, ça peut avoir aussi des effets délétères sur le système cardiovasculaire.
Le système endocrinien, c'est le système hormonal. Ce n'est pas étonnant puisqu'on a vu que le stress s'appuyait sur le système hormonal pour fonctionner. Donc on peut avoir des interactions avec ce système hormonal. Le système gastro-intestinal, vous savez que quand vous êtes très stressé, vous avez mal au ventre parce qu'il y a une connexion très forte entre le système endocrinien qui génère l'adrénaline et le cortisol et le système gastro-intestinal via tout un ensemble de récepteurs. Le système nerveux, on va voir ça tout à l'heure, quand on est stressé, on peut avoir des effets cognitifs, du mal à se concentrer, du mal à être attentif, des difficultés à réfléchir, ou au contraire avoir des effets bénéfiques sur ces dimensions cognitives-là. Sur les systèmes reproductifs masculins et féminins, quand vous avez un stress chronique, ça peut expliquer des difficultés de reproduction. Et puis le système musculo-squelettique, vous savez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, vous dites « j'en ai plein le dos ». Souvent, le plein le dos, c'est parce que vous avez votre système musculaire et squelettique qui est impacté par le stress. Et quand vous avez terminé la situation qui est stressante ou quand vous n'êtes plus dans la période stressante, vous vous sentez beaucoup mieux. Ce n'est pas un hasard. Quand vous allez vous baigner, que vous êtes détendu, que vous avez baissé votre niveau de stress, vous vous sentez mieux au niveau musculaire et squelettique parce que vous avez combattu les effets délétères du stress. Donc ça, c'est les effets très généraux du stress. Si Émilie m'avait donné l'après-midi, j'aurais parlé de tous les aspects, mais je vais me concentrer sur les aspects plus en regard avec... D'accord. Donc on va se concentrer sur le système nerveux, sur le cerveau et sur les aspects cognitifs. Et on va s'intéresser notamment aux aspects psychologiques du stress, notamment quand il est chronique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément qui est très important, c'est que face à un stress chronique, on a un mécanisme souvent d'adaptation. Vous avez souvent remarqué qu'une situation qui est stressante la première fois, si vous êtes exposé une deuxième fois à cette même situation, vous serez un petit peu moins stressé, et au fur et à mesure, vous allez vous adapter au stress. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. On a besoin de stress pour vivre, et notamment, le stress va avoir des effets moins importants, aussi bien positifs que négatifs, à la longue, parce qu'on s'adapte au stress. Mais chez certaines personnes, ou en fonction de certains paramètres du stress, l'adaptation au stress ne se fait pas bien. Et dans ce cas-là, on peut avoir des effets délétères au niveau psychologique. On a par exemple une perte de confiance. Un enfant qui est par exemple harcelé à l'école ou qui est dans un environnement familial stressant, que ce soit au niveau soit de la maltraitance, soit un stress par exemple par manque de sommeil ou une alimentation qui n'est pas suffisante, eh bien, il peut y avoir à la longue une perte de confiance en soi, une perte de confiance dans les autres et un état de méfiance qui est continu avec un sentiment de déprime. L'enfant va se sentir déprimé, il risque l'isolement et des sentiments de peur. Donc c'est une première dimension. Donc un enfant ou de manière générale une personne qui est en perte de confiance, ça peut s'expliquer aussi par du stress chronique. Des troubles de l'humeur, c'est-à-dire une hypersensibilité au stress, une hyperréactivité. Toutes ces modifications de l'humeur viennent du fait que lorsque vous avez un taux de cortisol élevé pendant une longue période, eh bien, ça va amener au niveau psychologique un sentiment d'insécurité. Et enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir un système immunitaire affaibli qui peut avoir des conséquences au niveau de la santé avec des maladies chroniques ou des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est quand on est dans des stress vraiment très importants sur des grandes périodes. Et ces maladies-là peuvent elles-mêmes avoir des conséquences au niveau psychologique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a des hormones du stress qui sont présentes en grande quantité, sur une longue durée, eh bien, ça peut entraîner des modifications psychologiques et comportementales importantes. Je dis ça peut parce que d'une personne à l'autre, on ne va pas observer les mêmes choses, premièrement. Et deuxièmement, très souvent, on va avoir un mécanisme d'adaptation au stress qui va nous permettre de nous protéger, en quelque sorte, des situations stressantes. Donc là, c'est au niveau psychologique. Qu'est-ce qu'il en est dans le cerveau? Je vous ai dit que dans le cerveau, on avait 3 régions qui avaient des récepteurs importants au stress. Le cortex préfrontal, qui est une région qui est très impliquée dans les fonctions exécutives.
Alors, je vais vous résumer en 1 seconde ce que vous a dit Grégoire il y a 2 jours. Donc, non, je ne vais pas vous résumer en 1 seconde, mais Grégoire vous a beaucoup parlé des fonctions exécutives, des capacités de planification, des capacités d'inhibition, de résistance, que Mathieu vous a présenté tout à l'heure autour de la créativité. Donc, et toutes les réactions, toutes les fonctions de haut niveau pour la réflexion. Donc, ce cortex préfrontal, il est très riche dans les récepteurs au stress. On a également l'hippocampe, qui est la mémoire, une région qui est très importante pour la mémoire. Le fait d'avoir un stress très important peut altérer la mémoire. Et de la même manière, un stress important l'amygdale est une autre région qui est très réceptive, qui présente beaucoup de récepteurs aux hormones du stress. Et l'amygdale, c'est une région qui est très impliquée dans tout ce qui est émotion et régulation, émotion et régulation émotionnelle. Donc, vous voyez 3 régions dont le stress va avoir un impact important, et ça explique des phénomènes que l'on observe au niveau psychologique. Et donc, on voit que séparer la psychologie d'une part et la physiologie de l'autre part, en réalité, c'est assez arbitraire, assez artificiel, puisque on voit ici un lien entre les mécanismes physiologiques et les mécanismes psychologiques. Donc ça, c'est une autre chose importante à avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas dissocier la physiologie d'une part et la psychologie d'une autre part. C'est vraiment les deux côtés de la même pièce. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les effets du stress varient, je vous ai dit, d'une personne à l'autre, et en fonction de l'âge. Le même environnement, la même situation stressante aura des effets différents. Pourquoi ? Parce que, en fonction de l'âge, vous n'avez pas les mêmes régions du cerveau qui se développent. Et le stress va avoir un impact particulièrement important sur les régions qui se développent, parce que ce sont des régions qui sont plastiques, qui peuvent être modifiées. Des régions qui sont déjà développées ou qui ne sont pas encore en train de se développer, elles ne vont pas être impactées par le stress. En revanche, des régions qui sont en train de se modifier, eh bien, dans ce cas-là, le stress va avoir un impact important sur ces régions-là. Et donc, par exemple, si vous avez un trauma très important dans la petite enfance, vous avez l'amygdale et l'hippocampe qui se développent beaucoup, eh bien, ça va être plutôt ces régions-là qui vont être impactées par le stress, donc un trauma important. En revanche, si vous avez un trauma à l'adolescence, eh bien, ça va être plutôt le cortex préfrontal qui va être impacté et beaucoup moins l'hippocampe et l'amygdale. Donc, on voit qu'en fonction de l'âge, le même type de stress va avoir des effets très différents, parce que ça ne va pas être les mêmes régions du cerveau qui vont être concernées, et ça va être des régions qui vont être impliquées dans des processus cognitifs différents. Excusez-moi. Oui. On dit qu'en situation post-traumatique, justement, c'est l'amygdale qui est impactée. Alors, c'est l'amygdale qui est impactée. Même pour les adultes. Alors, l'amygdale est impactée dans tous les cas, mais ce que vous voyez là, c'est que par rapport au cortex préfrontal, si c'est un stress post-traumatique chez un enfant très jeune, eh bien, le cortex préfrontal sera un petit peu moins concerné, alors que si vous êtes chez des sujets qui sont plus âgés, notamment des adolescents, un stress post-traumatique aura un effet bien sûr délétère sur l'amygdale, mais également et de manière plus importante sur d'autres régions du cerveau, comme le cortex préfrontal. Donc ces 3 régions-là que je vous ai dit tout à l'heure, l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal, sont impactées par des stress importants, mais de manière différente en fonction de l'âge. Alors, on a parlé beaucoup d'aspects pathologiques, des effets délétères. Maintenant, on va parler de l'apprentissage, et notamment un mécanisme fondamental de l'apprentissage, c'est la mémorisation. La mémorisation, ça s'appuie de manière très schématique sur l'hippocampe. Donc, on pourrait faire le même raisonnement sur les différentes régions. Là, on va prendre l'hippocampe et la mémorisation. La mémorisation, c'est quoi ? Dans la mémorisation, on a typiquement 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'encodage, c'est-à-dire vous entendez une information, vous l'encodez. La deuxième étape, c'est la consolidation, c'est ce qui se passe la nuit. Tout ce que vous avez entendu dans la journée et que votre cerveau pense qu'il est nécessaire d'enregistrer, de mémoriser, eh bien, ça va être consolidé. Ce que le cerveau va considérer comme non pertinent, ça ne va pas être consolidé. La récupération, c'est quand vous avez besoin de cette information. Et puis, vous avez la dernière étape qui est la mise à jour, c'est-à-dire quand vous allez entendre des nouvelles informations, comment vous allez mettre à jour ces informations que vous aviez déjà sur un sujet particulier. Donc ça, c'est les 4 grandes étapes de la mémorisation qui sont importantes pour l'apprentissage à l'école, mais de manière générale,
Aujourd'hui, par exemple, vous êtes en phase d'encodage. Cette nuit, vous allez, j'espère, consolider ce qu'on vous a raconté avec Mathieu. Et demain et dans les jours à venir, vous pourrez récupérer à loisir ce qu'on vous a présenté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du moment où le stress va avoir lieu, vous allez avoir des effets soit positifs, soit négatifs. Alors, on va commencer par ce que l'on sait et ce qui est peut-être le plus intuitif. Si vous êtes dans un environnement extrêmement stressant, imaginez des enfants qui sont dans des familles à problème, des familles où il y a de la violence, eh bien, vous êtes dans un environnement avec un stress très important, eh bien, l'encodage sera de moins bonne qualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'encodage, mais ça sera plus difficile et sera de moins bonne qualité. De la même manière, si vous avez un stress important juste au moment de la récupération, eh bien, vous allez perdre potentiellement vos moyens et votre récupération sera un peu moins bonne. C'est typiquement l'enfant qui passe au tableau, qui a un coup de stress et qui a du mal à répondre, qui n'a plus rien en tête. Et puis, de la même manière, au moment de la mise à jour, si vous êtes très stressé au moment où vous devez apprendre des nouvelles informations, vous aurez plus de mal à mettre à jour vos informations. Mais, et ça c'est le point qui est important, il y a des moments où le stress peut être pertinent. Typiquement, juste avant l'encodage, si vous avez un stress, alors c'est un stress modéré, hein, c'est pas si vous avez un stress majeur au moment où vous devez encoder une information, bien sûr vous aurez du mal à l'encoder. Mais si vous avez un stress assez léger, juste avant ou après l'encodage, eh bien ça va renforcer l'encodage. Donc c'est une des raisons, par exemple, qui fait que lorsque vous faites un devoir à un élève, que ce soit un travail écrit ou un travail oral, qui va générer un petit peu de stress, eh bien ça va engrammer un petit peu plus, encoder un petit peu plus les conséquences, parce que le cerveau, en fait, le cerveau utilise un principe assez simple qui est de se dire, si j'ai une émotion importante pour un événement, eh bien ça veut dire que, si vous avez exprimé un sentiment important lors d'une situation, ça veut dire que cette situation est importante et donc je dois la mémoriser, pour le bien comme pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire pour des traumas par exemple, ou pour les stress post-traumatiques, il va y avoir une revenue vous allez revoir les scènes traumatiques, mais c'est un principe très général et donc on peut utiliser aussi ce principe-là pour le meilleur, c'est-à-dire utiliser le fait que quand vous êtes dans des situations un petit peu stressantes, l'élève va mieux encoder l'information. Donc c'est typiquement lorsque l'élève va passer au tableau, et c'est à ce moment-là où il va bien encoder les questions qu'on va lui poser. Donc c'est ce qu'on distingue souvent deux types d'évaluations, les évaluations formatives, où on va comme cela former l'élève, ou les évaluations... Exactement, je ne trouvais plus le terme, qui vont permettre d'évaluer, tester les connaissances de l'élève. Et de la même manière, si vous avez un petit stress juste après l'encodage, eh bien, on montre que les connaissances sont un petit peu mieux apprises. Alors, quand on parle du stress, on parle immanquablement au bout d'un moment du sommeil, parce que le stress et le sommeil sont intrinsèquement liés. Quand vous avez le stress qui augmente, eh bien souvent vous dormez moins bien. Et quand vous dormez moins bien, souvent vous ressentez du stress. Et donc dissocier ça veut dire que ce que je dis est très bien, Emilio, ou ça veut dire qu'il me reste 10 minutes? C'est quoi? C'est 5, 10? Entre 5 et 10 minutes. D'accord, ok. Voilà, donc ces deux mécanismes-là sont intrinsèquement liés. C'est tellement intrinsèquement lié qu'on a du mal... les chercheurs qui s'intéressent au stress et les chercheurs qui s'intéressent au sommeil ont beaucoup de mal à dissocier ces deux mécanismes-là. Il faut mettre en œuvre des expériences extrêmement sophistiquées pour dissocier l'effet du stress d'une part de l'effet du sommeil d'autre part. Parce qu'un individu qui est stressé va pas bien dormir et un individu qui dort pas bien va être stressé. Donc c'est très compliqué et on peut même se demander si stress et sommeil, les mécanismes associés sont finalement pas les mêmes. Mais ça c'est une question qui est encore très ouverte. Alors quand vous manquez de sommeil, c'est un petit peu comme quand vous avez du stress, c'est quoi? Eh bien un des comportements que l'on va observer, c'est la persévération, c'est-à-dire la difficulté à changer ce que vous êtes en train de faire. C'est, pour reprendre la terminologie qui a été utilisée jusqu'à présent sur la résistance, sur l'inhibition, vous allez avoir du mal à inhiber ce que vous avez commencé à engager de faire
ça s'explique très bien. On a vu tout à l'heure que le stress le stress a un effet important sur le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal a un rôle très important sur la persévération, et donc un manque de sommeil, un stress va avoir un effet important sur les comportements de persévération. Des troubles du jugement, quand on est très stressé, on a du mal, si le stress est très important, à avoir des jugements et des prises de décision qui sont pertinentes. De la même manière, on va avoir des difficultés de la planification et l'attention sélective sur une information particulière. Tous ces domaines-là, en fait, sont des domaines qui s'appuient beaucoup sur le cortex préfrontal, et donc manque de sommeil ou stress va impacter ces domaines-là. Et donc, pour l'élève, si on revient sur le stress à l'école, le manque de sommeil qui induit du stress va avoir des effets sur le cerveau, qui, en retour, va avoir des effets comportementaux, notamment la difficulté à ignorer des informations non pertinentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève qui manque de sommeil ou un élève qui est stressé va avoir du mal à filtrer les informations, notamment sonores, autour de lui. Il peut y avoir du bruit dans la classe, il peut y avoir un camarade à côté de lui qui n'arrête pas de lui parler. Et donc, en situation de manque de sommeil ou de stress, ça va être très difficile pour l'élève d'ignorer ces informations qui sont non pertinentes, et ça va être également difficile pour lui de porter son attention de manière sélective sur ce qui est important pour lui, donc le cours, dans le cours auquel il assiste, et ça va être compliqué également pour lui de maintenir son attention au fil du temps. Alors, comment on fait, pour terminer, puisqu'il me reste 5 minutes, les effets du stress? Alors, il y a des recettes classiques. Le fait de pratiquer une activité physique, ça permet de limiter le stress, notamment parce que pratiquer une activité physique, ça va libérer certaines hormones qui vont contrebalancer le cortisol et l'adrénaline. Prendre du recul sur la situation, notamment l'humour, c'est une bonne arme anti-stress, changer de point de vue. Mathieu en a parlé tout à l'heure, on va en reparler là. Le fait de changer la représentation d'une situation va changer aussi la valence de cette situation, qui peut devenir moins stressante. Une situation psychologique va être stressante si on considère que c'est une situation qui est stressante, mais on peut tout à fait considérer que, par exemple, parler en public, ça peut être stressant, sauf si on se dit, en fait, c'est super d'être là et de transmettre des connaissances actuelles. Donc, en changeant de représentation, de perspective, ce qui était stressant d'un point de vue négatif peut devenir stimulant. Il y a certaines pratiques, comme la relaxation, la respiration profonde, la méditation, le yoga, qui ont des effets physiologiques importants sur le stress. Ce n'est pas que des pratiques ésotériques, hein. Il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent qu'effectivement, ces différentes pratiques ont des effets positifs sur le stress. Le fait d'avoir des activités sociales, vous savez bien que quand il y a eu du confinement et que vous n'aviez plus la possibilité d'avoir des activités sociales, c'était stressant. À l'inverse, avoir des activités sociales, ça permet de combattre le stress. Les activités culturelles aussi ont des effets positifs et permettent de lutter contre le stress. Et je vais terminer par une autre manière qui est intéressante pour lutter contre le stress, qui est de changer la représentation du stress. Une méthode très classique quand on veut lutter contre le stress ou quand on a des proches qui sont stressés, c'est de dire c'est pas grave, tu t'en fais pour rien, tu te fais pour rien, ignore le stress, essaye de le mettre de côté, essaye de pas y penser. C'est un petit peu la technique de l'autruche, ça n'existe pas. C'est une technique qui peut marcher, hein. C'est une manière de changer sa représentation sur la situation. Si la situation est perçue comme moins stressante, ça peut marcher. Mais il y a d'autres stratégies, par exemple, le fait de changer sa représentation du stress, notamment en se rendant compte que le stress, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un mécanisme adaptatif qui n'est pas là pour embêter l'élève, qui n'est pas là pour vous embêter, qui est là pour pouvoir vous adapter à une nouvelle situation, et que ça peut être bénéfique. Le stress, c'est un mécanisme qui peut être bénéfique. Et donc, alors que le stress, il est généralement perçu comme avec des effets négatifs, dans ces techniques, on va essayer de changer la représentation stress égale menace. Alors, cette stratégie-là, elle a été testée très récemment. Donc, c'est une étude qui a été publiée, donc une étude qui a été réalisée il y a l'an passé, publiée en tout cas l'an passé, chez des élèves
et des étudiants à l'université. Et dans cette étude, donc, ce qui montre, c'est on compare les deux stratégies. Soit on fait comme d'habitude, technique de l'autruche, ça n'existe pas, soit on essaye de changer la représentation du stress et on évalue le niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, lors du premier examen. Donc là, on compare les deux groupes au premier examen, deuxième examen, troisième examen. Ce que l'on voit, c'est que dès le premier examen, il y a un niveau de cortisol. Bon, au départ, c'est pas ça. Au premier examen, on n'a rien dit. Donc les élèves sont dans deux groupes. Là, ils sont un petit peu déséquilibrés. On voit qu'il y a un groupe le groupe à qui on va donner la technique de changer la représentation du stress, il est un peu plus stressé que l'autre groupe. Au deuxième examen, chacun des groupes va utiliser la stratégie qu'on lui a indiquée. Et ce que l'on voit notamment, c'est que le groupe à qui on a dit on a donné un changement de représentation du stress, eh bien, on voit que le niveau de cortisol est beaucoup plus faible. Et au troisième examen, ce niveau de cortisol est toujours plus faible. Donc on se dit ça marche au niveau physiologique. Une stratégie cognitive, psychologique peut changer le fonctionnement physiologique. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Mais ce que l'on voit, c'est que les notes suivent. C'est-à-dire que dès le deuxième examen, on voit que les notes pour le groupe d'élèves à qui on a dit que le stress pouvait avoir des effets positifs, eh bien, les notes sont en moyenne meilleures et ça perdure dans le temps. Donc, pour terminer, et je vais être dans le temps, le stress, c'est un mécanisme adaptatif qui peut avoir des effets soit positifs, soit négatifs, avec des différences d'un individu à l'autre qui sont très importantes. Le stress va avoir un effet important sur des fonctions cognitives qui sont importantes pour les apprentissages. L'environnement, qu'il soit socio-économique, affectif, le sommeil, sont des facteurs qui vont permettre d'augmenter ou diminuer le stress et donc indirectement on va avoir des effets sur les apprentissages. Et on a vu qu'il y avait différentes stratégies qui peuvent limiter ces effets délétères. Merci. Arnaud Kakia. Je suis un peu déçue parce qu'il n'a pas parlé du stress de l'huître, c'était prévu pourtant. Oui. Tu veux nous en parler? Non, un peu plus tard, au bar tout à l'heure.